Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Quai Marina Live en édition sans contact, en studio. Et comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Quai Marina Flashback. Encore une fois, cette semaine, nous allons dans toutes les directions avec notre deuxième invité aujourd'hui. Nous allons évaluer l'incidence de la crise du COVID sur l'ensemble des 4 sports majeurs professionnels jusqu'ici et aborder quelques autres points des derniers jours du merveilleux monde du sport. Nous recevons notre spécialiste en la matière, soit Claude Gravel. Mais tout d'abord, avec notre premier invité, nous allons discuter de sujets qui vont en intéresser plus d'un, de notions vraies de la vie, du fort intérieur et de l'écoute du cœur, puisqu'elle s'y connaît grandement, étant elle-même, entre autres, formatrice en maîtrise du langage du ressenti à l'Institut du ressenti. Elle a formé nombre de gens afin de les aider à avancer dans la vie tout en allégeant leur fardeau. Je vous présente donc une femme ayant à cœur plutôt le bien-être des autres, la très sympathique Madame Martine Boucher. Bonjour Martine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Bienvenue à l'émission. Merci. Évidemment, quand je dis comment ça va, c'est en fonction de la COVID aussi. Comment vous vivez ça présentement? Je veux dire, c'est pas facile, c'est sûr, mais... On suit les consignes, on avance, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. On n'a pas le choix. Non. Avant de parler de vos fonctions et de l'Institut du langage du ressenti, et ça, je le répète, ça va en intéresser plus d'un. Commençons par le commencement, afin de situer les gens. Nous allons définir le langage du ressenti, et moi, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser qu'on ne parle pas d'ésotérisme, on est dans le tangible, on est dans le palpable. Il y a même une équipe de chercheurs, ça on va en parler, preuve à l'appui. C'est quoi la définition du langage du ressenti? Le langage du ressenti, c'est la communication et les interventions. Donc, la communication sans la parole et les interventions, c'est-à-dire d'aller retirer les émotions, dénouer les tensions, enlever les blocages que l'on a dans notre corps physique. Ça, c'est le but. Oui. Mais quand on dit simplement le ressenti, je veux dire, on a changé l'appellation d'il y a 25 ans, depuis, je pense, 15 ans, qui avant était le langage de l'intuition. On parlait d'intuition. En fait, la maîtrise de l'intuition, c'est utilisé encore aujourd'hui et nous avons dénommé notre langage du ressenti parce qu'on a approfondi avec les interventions également, ce qui crée un langage complet. Donc, vous avez une équipe de chercheurs, ça c'est particulier parce que ça vient donner une crédibilité au mouvement, à l'entreprise. J'aimerais qu'on parle de ça un petit peu aussi. Oui. Alors, les chercheurs se sont intéressés à notre approche après avoir vu un vétéran de l'armée canadienne vivre un exercice avec nous, un 9 minutes avec un cheval. Et suite à cet exercice, le vétéran s'est senti bien comme jamais dans les 10 dernières années. Oui. Alors, voilà. Donc, l'équipe a dit, nous, on embarque. Évidemment, on a eu 3 ans de cogner aux différentes portes avant d'en arriver là. Il y a des préjugés, ça on pourra en parler plus loin. Une notion aussi qui est très importante, c'est que tout le monde, nous avons une espèce de sac à dos. On en a parlé, vous et moi, en entrevue souvent. Ce qu'on appelle le bagage pesant, la charge émotionnelle qu'on a en soi. C'est quoi le sac à dos, selon votre définition, que nous avons tous, à un moment donné ou un autre, dans la vie, avec l'accumulation des expériences? C'est ça, exactement. Alors, vous le dites très bien, c'est l'accumulation des expériences, c'est toutes les émotions que l'on transporte, tout ce que l'on croit avoir réglé. Combien de fois ça nous est arrivé de dire, voyons, je pensais que j'avais réglé cet aspect de ma vie, et au final, on s'aperçoit que c'est encore là, c'est lourd. C'est comme des lunettes, on porte des lunettes, on vient qu'on ne s'en aperçoit plus. Le sac à dos, c'est la même chose. Notre bagage devient de plus en plus lourd et là s'installe mots, malaise et maladie. C'est justement, moi j'ai donné des définitions du sac à dos qui, je trouve, c'est une expression qui reflète parfaitement le sens voulu. Des déceptions du passé de toutes sortes, des relations justement terminées mais qui sont non résolues, la tendance à vivre dans le passé. Ça fait partie sûrement du sac à dos. Oui. Le stress financier, des problèmes familiaux. Mais vous aidez. Justement, on va parler des chevaux parce que c'est vraiment un point, moi je dis spectaculaire, parce que vous travaillez avec les chevaux. Vous avez des ateliers qui durent des week-ends. Et j'aimerais qu'on parle de ça, l'approche avec le cheval, qui semble un bon accompagnateur, justement. Oui. Alors, à l'Institut du ressenti, nos chevaux sont en totale liberté dans leur état naturel, ce qui leur confère une capacité d'intervenir auprès des individus, de communiquer et d'intervenir.
Alors, c'est là où ils entrent en jeu. Ils ne sont pas forcés non plus, ils ne sont pas obligés de travailler nos chevaux. Ils sont ni en boxe, ni l'obligation de travailler. Ils choisissent d'intervenir, de travailler avec un individu ou un autre. Il y a un jumelage naturel qui se fait. Quand on parle de jumelage, comment ça se déroule? Je veux dire, il y a un groupe, puis on laisse le cheval aller vers une personne, c'est quoi? Oui, on va, avant un exercice donné, on va respirer tous ensemble. Ah oui? Et de respirer nous permet de sortir de notre tête et d'aller se connecter à soi, vraiment sortir du tourbillon. Et là, les chevaux communiquent à ce moment-là, ont envie de travailler. Lorsqu'on est trop dans notre tête, dans notre tourbillon, les chevaux ne veulent rien savoir de nous. Alors, quand on réussit à se connecter, le cheval va manifester son intérêt pour travailler avec une personne ou une autre. Pour vous, travailler en aide envers les gens, c'est très gratifiant? Bien, c'est certain. Dans le fond, c'est votre vraie paye, c'est ça? De voir des gens évoluer grâce à votre intervention. Oui. Une grande fierté. Est-ce qu'il y a des cas où il n'y a rien à faire, je veux dire, avec une personne qui a peut-être trop de bagages et le cheval ne veut rien savoir? Est-ce que ça arrive, ça? Ce qui peut arriver, c'est que la personne, elle est tellement prise dans un carcan que le cheval n'arrivera pas à percer ce carcan. C'est la personne elle-même qui se place dans cet état-là. C'est pas fréquent. Je peux pas dire que j'ai vu ça souvent dans ma carrière. Ouais. Quand on voit que ça se produit, on va discuter avec la personne. On va lui faire prendre conscience de son état. Et là, il y a une ouverture qui se crée et le cheval peut intervenir. Donc, le cheval semble avoir des propriétés, des dons que peut-être d'autres animaux n'ont pas ou qu'on n'a pas encore découvert. C'est ça la clé. Oui, en fait, le cheval, c'est qu'il est totalement indépendant, en opposition à un chien, par exemple, qui est dépendant. Okay. Le chien va être dépendant, le chat va être dépendant de son maître. Alors mais que le indépendant, cheval... dans quel sens? Parce que je veux dire, ça prend un humain pour nourrir le cheval, non? Absolument pas. Le cheval, dans son état naturel, peut se nourrir. Nous nourrissons nos chevaux, mais tandis que le chien a besoin, en fait, on ne trouve pas beaucoup de chiens sauvages ou de chats errants. Même si on en trouve, ils vont avoir un endroit où il va y avoir de la nourriture qui va leur être offerte, évidemment. Finalement, il faudra changer le vieil adage qui dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est peut-être le cheval, finalement? En fait, oui, ça peut. Le cheval, c'est que le cheval est tellement indépendant qu'on peut partir pendant des semaines et on revient, puis le cheval regarde, puis il fait « Oh, bon, elle est revenue, puis bonjour, il n'y a aucun attachement. » Oh, on a une petite sonnerie. Ça sonne pas, c'est sur vibration, désolé. Je veux vous demander, maintenant, on va définir un petit peu ce qu'est l'intuition. Est-ce qu'on peut parler du troisième œil, du sixième sens, de la petite voix, pour vraiment aider les gens qu'ils comprennent ce qu'on veut dire? L'intuition, c'est la petite voix. Vous savez, un moment où on s'en va sur la route et la logique nous dit de tourner à droite. Oui. Il y a quelque chose qui nous dit non, va à gauche. Et c'est illogique d'aller à gauche, alors on s'en va vers la gauche. Donc... Ou comme après avoir rencontré un employeur et qu'on sent qu'on aura l'emploi ou non. Oui, tout à fait. C'est à peu près ça que vous voulez dire. Exactement. J'aimerais qu'on parle des débuts de l'entreprise. Qui est derrière ça? Vous êtes aussi fondatrice dans tout ça. Qu'est-ce qui a emmené cette personne-là avant vous à partir ce mouvement du ressenti et de prendre ce terme-là? En fait, mon associé Roger Dupuis et moi avons passé une grande partie de notre vie à se chercher. On s'est cherché beaucoup. On a cherché un sens à la vie. C'était un ami à vous avant? Non, je l'ai rencontré en cours de carrière, en fait. Et donc, on cherchait un sens à la vie. On a un parcours similaire de façon séparée. Et un jour, j'ai toujours su que j'avais ce qu'il fallait à l'intérieur de moi. Je parlais pour être formatrice? Non, pour évoluer dans la vie. Okay. Il y a l'école, il y a tout ça, mais je ne m'y retrouvais pas. Oui. Ceci dit, je ne suis pas contre l'école, mais moi, ça ne me convenait pas. Je ne m'y retrouvais pas. J'avais le sentiment d'avoir ce qu'il fallait à l'intérieur de moi. Et c'est ça qu'on appelle l'intuition, le ressenti, c'est... Quelque chose qui vous appelle, qui est fort. Comme moi, disons, devant un micro, moi, je veux dire, c'est ça, moi, dans la vie. Un autre, c'est d'autres choses.
En fait, oui, puis c'est la connaissance innée, d'avoir l'impression d'avoir la connaissance de tout avoir à l'intérieur de soi. OK. Donc, ça, c'est vraiment le ressenti, c'est la connaissance innée, la connaissance universelle. Puis, celui qui a fondé ça s'appelle? Roger Dupuis. Puis là, Roger, lui, est arrivé avec le mot ressenti. Il a dit, moi, je pars ça avec ce terme-là. En fait, oui, bien, au départ, c'était la maîtrise de l'intuition. Oui, OK. On recule 25 ans en arrière, c'était la maîtrise de l'intuition. Okay, pourquoi avoir changé de terme? C'est lorsqu'on est arrivé avec la recherche, les chercheurs aller plus dans des termes scientifiques, techniques scientifiques, et se distinguer aussi davantage. Parce que, comme je mentionnais d'entrée de jeu, l'intuition, le langage du ressenti va plus loin, on le définit davantage. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené, vous? Est-ce que c'était aussi... J'ai posé la question à un thérapeute qui est avec nous il y a quelques émissions. La question, c'était, est-ce qu'il faut avoir souffert pour faire un bon thérapeute? Est-ce que c'est votre cas? Vous aviez, comme tout le monde, à un moment donné, certaines souffrances dans votre vie qui vous ont poussé vers ça? Oui, en fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est justement un parcours de vie plus que tumultueux avec moult difficultés profondes. Je m'en suis sortie. Ceci dit, aujourd'hui, je peux dire que même si une personne arrive vers nous qui a envie d'être thérapeute avec nous, faire partie de l'équipe, on n'est pas obligé d'avoir subi tout ça pour être un bon thérapeute. Ouais. Quand on maîtrise le langage du ressenti, on est en mesure de ressentir les individus, donc on n'a pas à avoir traversé ça, mais le fait demeure que j'ai traversé beaucoup de difficultés. Mais pour peut-être influencer les gens, est-ce que, sans aller dans le détail, est-ce que c'était des difficultés d'ordre familial? En fait, dans notre programme, on démontre qu'il y a 4 sphères de difficultés. Alors, il y a la santé, il y a l'argent, il y a les relations humaines et il y a l'estime de soi. Dans ces 4 sphères de difficultés, je suis allée dans la dèche profonde. Me retrouver à la rue avec 2 bébés, avoir des cellules cancéreuses au foie, multiples dépressions. L'estime de moi, j'en avais absolument pas. J'étais peut-être suite à une relation abusive aussi, c'est souvent le cas. J'ai vécu ça aussi. C'est ça. Alors, voilà. Mais aujourd'hui, tout ça est derrière moi. Et je suis fière du parcours que j'ai eu. Oui. J'ai pas de regrets. Ben, vous semblez bien, vous dégagez... je dois vous dire que vous dégagez une belle énergie positive, presque le bonheur, je veux dire, on ne penserait pas ça. Mais parfois, c'est le chemin sinueux avant d'arriver à la lumière. Hein? Tout à fait, oui. Et, j'aimerais maintenant qu'on parle de vos fonctions. Vous êtes directrice générale adjointe à l'Institut du Ressenti. Et vous êtes également aussi, je crois, au Centre Maestro où vous étiez. C'est quoi la différence entre le Centre Maestro? En fait, l'Institut du Ressenti comporte 2 départements, 2 services. On a le Centre Maestro qui vient en aide aux gens ayant des troubles en santé mentale et ayant post-trauma. Et on a également le département de Captivé. Captivé, c'est tout ce qui touche, tout ce qui a trait à l'autisme. OK. Voilà. Mais c'est bien parce que quelqu'un qui est passé par toutes sortes de difficultés comme vous, qui devient conférencière, c'est la preuve qu'il y a une possibilité vraiment réelle de réussir dans des domaines où parfois on n'aurait jamais cru. Tout à fait. Vous devez savoir que j'avais une phobie des présentations à la petite école. J'étais toujours malade quand j'avais une présentation à faire. Aujourd'hui, il y a des complexes qui nous poussent à aller plus loin, comme le culturiste qui était très maigre étant jeune, ou comme moi qui était très gêné, je dirais, jusqu'à l'âge de 18 ans, dans le fond de la classe, et je suis devenu orateur, animateur, donc... Nous allons prendre une petite pause, Martine, si vous me permettez. Oui. Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de Quai Marina Live, l'émission qui fait référence à la Marina de Repentigny, la dernière des grandes discothèques. Nous sommes en compagnie de Martine Boucher de l'Institut du Ressenti. Maintenant, avec beaucoup de fierté, toute l'équipe accueille un nouveau partenaire ici dans ses rangs, soit le Métro Plus Fogarty, appartenant à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne. On peut dire Repentigny, c'est connexe. Métro Fogarty aime apporter à votre table ce qu'il y a de meilleur. Qualité, service et choix comme il se doit. Martine, ma question suivante. Moi, j'ai bien aimé ce que vous m'avez dit en pré-entrevue. Une fois du côté du ressenti, on écoute le cœur. Puis ça veut tout dire. J'aimerais qu'on élabore là-dessus. Votre vision de tout ça. Oui, en fait, c'est de réussir à sortir de notre mental qui gère notre vie, qui va nous faire aller dans toutes sortes de directions, qui nous sort complètement du moment présent. Le mental son rôle,
aussi, il veut comprendre, il veut tout savoir, il veut tout comprendre, donc il est dans des questionnements sans fin. Alors que quand on va au niveau du cœur, qu'on va dans notre ressenti, oui. Comme je disais tantôt, c'est la connaissance universelle, c'est la certitude d'être au bon endroit. Dans la bonne chaise. Oui, oui. Continuez. Oui, alors c'est la certitude, c'est le bien-être, c'est la paix, c'est la plénitude. Oui, vous m'avez dit que ça devient la façon de vivre qui serait finalement l'idéal, l'objectif ultime. Moi, je fais référence à une vieille chanson, Quand les hommes vivront d'amour. On est encore bien loin de tout ça. Oui. Avez-vous l'impression qu'on se rapproche de ça, par contre, avec votre vécu dans tout ça, ou vous voyez encore le même chaos dans les relations? En fait, on est de plus en plus proches. Ce que je vois beaucoup, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une soif d'être mieux, d'aller vers un mieux-être. Ça se fait énormément. Et, à mon grand bonheur, qu'on le fasse chez nous, qu'on le fasse ailleurs, mais faites-le, allez vers ce oui, je pense que ça devient une question de survie rendue à un certain point. Oui, c'est ça. Et le chaos que l'on vit actuellement, il y a un grand, grand chaos. Un vide spirituel parfois. Oui, et avec toute la pandémie, j'espère que les gens vont comprendre que tout ça n'est pas là pour rien non plus. Il y a un chaos pour nous ramener à l'essentiel. Oui. Donc, je souhaite à tous d'arriver là. Et évidemment, il y a une incidence sur le plan physique. Vous m'avez parlé que ça aide à prolonger la vie, de mieux jouir de la vie. On se sent plus léger, donc on va avoir moins de maladies, moins de malaise. Absolument. Quand on se laisse gérer toute une grande partie de notre vie par notre mental, qui a des peurs, qui a plein d'émotions néfastes, des peurs, des anxiétés, des angoisses, ça se transmet dans le corps, ça devient mot, malaise, maladie. Des émotions qui créent des mots, malaise et maladies. Avez-vous beaucoup de gens qui adhèrent à tout ça de façon pessimiste et qui en ressortent non seulement conquis, mais vraiment grandis? Y a-t-il des gens qui arrivent avec un degré de pessimisme et puis tu te demandes même qu'est-ce que la personne fait là, puis finalement, tout ça grandit? En fait, je parlerais plus de scepticisme que de pessimisme, mais c'est peut-être un synonyme. Mais les gens sont parfois sceptiques, vont venir par curiosité. Et pour s'apercevoir que finalement, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, ils sont critiques. Oui, absolument. Vous faites encore face à des préjugés, même si la situation s'est grandement améliorée avec toutes ces années, mais il y a encore un fond de préjugés parce que tout ce qui n'est pas vraiment 1 + 1 = 2, je veux dire, ça laisse un degré de scepticisme parfois chez les gens. Hein? Oui, absolument. Mais ça tend à changer tout de même. Je dirais que c'est pas la majorité qui a un scepticisme, mais il y en a. Pour revenir au sac à dos, une de vos expressions, c'est la poussière sur les meubles. Oui. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui peut-être vont écouter ça, qu'on pourra influencer positivement et qui se demandent quoi faire, qui n'osent peut-être pas faire le premier pas? Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui sont à l'écoute, hommes ou femmes, qui sentent qu'il y a un trop-plein de choses négatives en eux, qui les empêchent d'avancer? Vous diriez quoi à ces gens-là? L'argument ultime? De se choisir, de s'aimer assez pour faire un premier pas qui est de se choisir. Oui, s'aimer, parfois, c'est tabou. Oui, puis on pense qu'on s'aime, en allant en massothérapie, en allant chez le coiffeur, en se faisant un bon repas. Oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est plus loin, ça va plus loin que ça. C'est plus profond. Parfois, tout ça, c'est juste chercher à plaire, finalement. Oui. Continuez. Oui, c'est ça, chercher à plaire. On est beaucoup en mode séduction dans la société. Alors, donc oui, de faire un pas, de se choisir, je dirais se choisir envers et contre tous, se prioriser. C'est tout notre environnement qui en bénéficie. Le jour où je me suis choisie, le jour où j'ai décidé que je me séparais, que je me choisissais malgré les enfants, malgré tous les malgrés, et c'est là où j'ai commencé, moi, à revivre. Mais et ça a une influence, c'est ça? Oui, mes filles en ont bénéficié. Oui. Alors, ne pas avoir peur de se choisir, de faire le premier pas et de le faire pour soi. Dans vos ateliers, évidemment, il y a des mots qui attendent les gens comme ressourcement, apaisement. Oui. Dans les gens qui vont vers vous, vers votre mouvement, votre entreprise, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont carrément au bout du rouleau et qui arrivent juste à temps? Ah oui.
On a eu, si je peux donner un exemple, une personne qui est arrivée chez nous qui prenait 33 pilules par jour. Des vitamines? Non. Non, des pilules. Okay. Des pilules. 33 par jour. Elle était hospitalisée en psychiatrie. Elle a eu la permission de sortir. Oui. Et aujourd'hui, cette personne-là meurt dans la vie à pleines dents. Elle n'a plus d'idées suicidaires. Elle n'a plus envie de mourir. Elle a identifié avec nous ce qu'elle a envie de réaliser. Une fois que tout le ménage a été fait, qu'elle a changé. Puis aujourd'hui, c'est un rayon de soleil. Mais tant mieux, c'est grâce à vous et au mouvement, en quelque part. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. J'aimerais qu'on aille un petit peu dans le factuel, parce que dans vos week-ends, il y a 3 activités. La séance exploratoire, j'aimerais qu'on parle de tout ça. Il y a 2 jours d'introspection. Vous me dites, c'est 90% de pratique, d'application. J'aimerais qu'on aille dans les détails là, avec les heures et puis tout ça. Oui, d'accord. Alors, on a une première... une demi-journée séance exploratoire. Alors, on fait vivre un exercice à l'individu avec le cheval. Donc, ça, c'est une chose, c'est 4 heures à nos installations. On a aussi 2 jours, c'est soit un week-end ou 2 jours consécutifs pendant la semaine à un horaire donné. Et là, c'est pour aller prendre conscience de notre sac à dos, faire une introspection, aller voir ce que l'on porte, ce qui est là. Et il y a un allègement qui s'amorce. On ne peut pas tout régler en 2 jours, mais il y a un début qui se fait et on a notre programme complet qui vise la maîtrise de l'intuition. Et la maîtrise de l'intuition, c'est le programme complet de 130 heures en 6 étapes où là, on va vraiment faire le grand nettoyage, passer par un premier coffre à outils qui est l'amour de soi dont je parlais tantôt. On donne vraiment ces outils pour y arriver. Et par la suite, on s'en va vers la maîtrise du langage du ressenti. Dans vos souvenirs, vous rappelez-vous de votre toute première exposition à l'intuition avec l'Institut? Vous rappelez-vous du moment en particulier? Oui, en fait. Parce que le hasard n'existe pas. Je suis sûr que vous allez nous raconter une histoire qui a rapport au hasard. Premier souvenir de ressenti. En fait, la vision de ce que l'on est en train de créer actuellement, de ce qui est en train de se bâtir et de grandir, de prendre l'expansion, je l'ai, ça fait 15 ans que j'ai cette vision-là. Ça a vraiment monté à l'intérieur de moi. J'ai vu tout ce qui est en place maintenant. Je l'avais vu il y a 15 ans passés. Ah oui, c'est comme une révélation. Ça vient pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi. Oui, c'est vraiment, et c'est là qu'on amène les gens. On amène les gens, c'est à l'intérieur de vous. On ne va pas aller chercher à l'extérieur, c'est ce qu'on fait souvent, de fouiller partout autour, de chercher, creuser partout, alors que tout est à l'intérieur de soi. Tous les outils sont là, mais il s'agit de s'en servir. Prendre conscience qu'ils sont là, puis de s'en servir. Exactement. Je vais philosopher avec vous sur notre société de fous. Malgré c'est pas moi qui l'ai dit. Ben non, ben, je veux dire, c'est ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont appuyer mes dires. Malgré le fait que la notion du ressenti soit de plus en plus reconnue, dans un monde de performance, de capitalisme à outrance, diront certains, d'image, on le voit sur Facebook, n'est-ce pas là un obstacle, un paradoxe qui empêche et empêchera le vrai ressenti de se révéler? On dirait que c'est comme un paradoxe. Il y a tout ça qui nous entoure, quand dans le fond, on sait très bien qu'il faut se plugger sur du vrai. Oui. Et c'est malheureux. C'est une bonne question. En fait, un ne va pas sans l'autre non plus. C'est d'arriver à l'équilibre. Parce que mon mental, j'en ai un et je vais l'utiliser. 1 + 1 fera toujours 2. Okay. Il va être bon pour me diriger aussi dans une structure d'entreprise. J'ai mon mental qui va me faire des fiches de structure. Oui. Mais dans cette structure-là, j'utilise mon ressenti pour faciliter la création du tout. Donc, c'est vraiment un équilibre entre le mental et l'intuition. Et en affaires, s'il y avait plus de gens qui utilisaient ce ressenti, ce langage de ressenti, on aurait moins j'ose dire, il y aurait moins de faillites, moins de... Plus de vision vers l'avant. Oui, c'est vraiment cette vision-là. Et chaque individu, chaque être humain porte une vision de sa vie. Ce qui aide à faire les bons choix. Tout à fait. Le ressenti, présent ou pas, une question d'éducation en quelque part? Parce qu'il y a des générations aussi plus compliquées, là. Oui, en fait, je dirais que
c'est plus une question de, on entre dans la société, on entre dans une structure et c'est là où on se perd. Parce que l'enfant, jusqu'à ce qu'il entre à l'école, est dans son ressenti. Bien sûr qu'à la maison, on va l'amener dans une structure, mais elle est encore plus vraie lorsqu'on entre dans la société, à l'extérieur de la maison. C'est là où on va basculer dans notre mental. En quelques phrases, Martine, c'est quoi la différence entre Martine Boucher, il y a, disons, 20 ans, et la Martine que j'ai devant moi? Je vais d'abord commencer par une image que j'ai bien aimée. Ma coiffeuse, il y a 20 ans, a dit un jour, quand j'ai rencontré Martine, c'était un mouchoir tout chiffonné, un vieux Kleenex tout chiffonné. Puis aujourd'hui, c'est un beau grand carré de soie. Un Kleenex qui avait servi. Qui avait servi. Donc, ça, c'est l'image. Je dirais qu'aujourd'hui, une plus grande assurance, une confiance en moi, une confiance en mes moyens, solide. Je sais où je m'en vais, ma vision, elle est claire et il n'y a rien qui va m'empêcher d'y aller. Je pense que vous vivez une passion qui ne s'est pas effritée concernant votre profession, n'est-ce pas? Ça grandit, je dirais que ça grandit. Toujours aussi motivé qu'à vos débuts. Ah oui, oui. C'est quoi votre plus grande fierté, Martine, dans tout ça? Parce qu'on parle de longévité quand ça fait 15 ans comme vous, mais je veux dire, c'est quoi votre plus grande... C'est sûr, comme on disait tantôt, la vraie paye, de voir des gens que vous avez aidés à transformer leur vie. Mais c'est quoi votre plus grande fierté dans tout ça, sur le plan personnel et sur le plan aussi de l'entreprise? En fait, je ne fais pas beaucoup de distinction entre les deux. Je dirais que ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé le focus, d'avoir conservé les yeux sur ma vision malgré j'en suis émotive, là, malgré les grandes tempêtes que j'ai vécues, ouais, il y a eu d'énormes tempêtes dans ma vie. J'ai toujours gardé le cap. Toujours. Je ne l'ai pas perdu. Il y a des moments où j'aurais dû, selon la société, selon même ma famille, où j'aurais dû aller me trouver une vraie job. Combien de fois je l'ai entendue, celle-là. Et j'ai toujours su que j'étais à la bonne place. Votre façon à vous d'aider par le ressenti. Une personne qui est passée par l'Institut et avec laquelle ça a fonctionné, on peut dire une personne changée, va sûrement ressentir, comme vous le dites si bien, plus clairement, identifier les relations toxiques. Mais c'est quoi la plus grande différence qu'on remarque chez les gens avant et après? L'assurance, comme je le mentionnais, il y a vraiment... c'est vraiment l'estime de soi. Oui, un grand calme, le tourbillon cesse. On arrête de tourner, d'être dans un tourbillon, de chercher partout. On est plus centré. On a établi également une vision. On sait... on connaît les gestes à poser. On voit plus clair. On voit plus clair. Vous avez côtoyé des gens heureux et peut-être aussi moins heureux, évidemment. C'est quoi votre propre définition du bonheur? Quelle question. La définition du bonheur, c'est d'être bien avec soi. Pour moi, c'est vraiment... parce que quand on est bien avec soi, quand on est bien avec soi, on est bien avec tout ce qui nous entoure. On n'est pas tributaire de ce qui est autour de nous, bien au contraire. Et quand on est bien avec soi, on attire ça c'est tellement vrai. On est un aimant. On s'attire nos semblables et quand tu vois quelqu'un qui se tient avec une autre personne qui laisse à désirer, ben dites-vous bien, ça c'est tellement vrai, à 100%, qui se ressemble, ça semble. Tout à fait. Oui. Moi, ma définition du bonheur, je pense que si on y allait à une définition qui ressemble au ressenti, sans mots, c'est le sourire. Ouais. Parce qu'on voit des gens parfois qui, effectivement, sont pas tellement expressifs, mais quelqu'un qui ne sourit jamais, c'est pas bon. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Ben oui, en fait... Puis ça se propage. Une présence lourde. Oui. C'est communicateur. Un sourire est communicateur. Oui. Un non-sourire l'est tout autant. Ouais. En terminant, moi, avec beaucoup d'efforts de conscientisation, est-il possible d'arriver à avoir un sac à dos complètement, je dirais, vide et assaini? Ben écoutez, je vous dirais que le mien il est assez léger. Oui. S'il en est un, c'est sûr que... Est-ce que j'ai tout réglé? Probablement pas. Mais je suis bien satisfaite. Et la conscience est là. Mais ça paraît.
Merci. On a la conscience, on vient à un moment où on est très conscient quand il y a un élément dans notre sac à dos et on a les outils, ça c'est important, je n'ai pas mentionné, mais on a les outils pour faire face à tout ça. Une fois qu'on a complété le programme, on est en mesure d'alléger ou d'éliminer nous-mêmes. Question de faire une petite publicité. C'est un échange de bons procédés. On pourrait dire, rappeler aux gens comment vous rejoindre à l'Institut du Ressenti. Oui. Alors, on a notre page Facebook actuellement de l'Institut du Ressenti. Le site web va être en ligne dans les prochaines semaines. On peut également nous rejoindre au 819-200-8080. C'est le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Et ben voilà, on a le courriel. Je ne veux pas le donner tout de suite. Allez plutôt à la page Facebook parce qu'il sera lié éventuellement sur notre site Internet. On peut aller aussi sur votre page personnelle. Oui, Martine Boucher. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais vous remercier de votre présence à l'émission. C'est enrichissant pour tout le monde, c'est bien certain. En mon nom personnel et au nom de tous les gens que vous avez influencés positivement depuis des lunes, personnellement, j'aime beaucoup les gens qui ont à cœur les besoins des gens qui les entourent, parce que ça, parfois, c'est très rare. Je vous souhaite longue vie à l'Institut et je souhaite que le domaine du ressenti prenne de plus en plus la place qui lui revient. Merci beaucoup. Merci Martine, on s'en reparle. Oui, merci. C'était fort intéressant. Merci, au plaisir. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, un endroit pour vous. C'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte bien son nom. Une entreprise qui existe déjà depuis 23 ans, donc beaucoup d'expérience qui vous attendent. Un très beau magasin, une bonne réputation. C'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de conseils et de bavelerie. Allez voir François au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici, on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Je donne le numéro de téléphone pour la solution, c'est 450-582-6706, Rive-Nord Extermination. Maintenant, notre deuxième invité, il a été dans le sport toute sa vie et la vérité, c'est qu'il en mange. Et pour analyser l'incidence de la crise sur les 4 sports majeurs et de bien d'autres points, nous recevons notre spécialiste toujours très au fait de l'actualité sportive et futur co-animateur de l'émission qui va débuter très bientôt, Friday Night Sports Machine, celui qui dort en rêvant de sport, Claude Gravel. Bonjour Claude, ça rime? Salut Steve. Ça va bien? Ouais, c'est bon. Tu vas nous parler cette semaine de l'incidence de la crise sur les sports majeurs. Je te passe le micro. Ouais, en fait, dans les sports majeurs, la ligue qui s'est le mieux démarquée, si tu veux, ben on ne suit pas ça tellement, là, mais tu sais, évidemment, la MLS a fait très belle figure, même s'il n'y avait pas de bulle. C'est sûr que la Ligue nationale de hockey a eu un meilleur résultat, mais c'était en bulle. Fait que, donc, c'est la solution. Oui, exact. Après ça, suivi la MLS, et puis ensuite le baseball majeur, qui ont eu de la difficulté au départ, mais ça s'est replacé. Et puis la NFL qui traîne la patte, puis là, c'est de pire en pire, en fait. Oui, ben j'ai un ou deux exemples à te donner. Après, je te laisse poursuivre. C'est vraiment l'hécatombe dans la NFL. C'est un œil au beurre noir pour cette ligue. Oui, mais en fait, là, on parle de... Là, il y a des matchs reportés, là, etc. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. Puis dans le football, comme tu sais, là, on ne peut pas jouer aux 2 jours. Là. C'est comme le hockey ou le baseball. C'est très compliqué. Fait que ça prend une semaine de repos. Fait que si tu as des matchs remis le mardi ou le mercredi, comme c'est le cas ce soir, là, les Ravens vont jouer ce soir, je veux dire, et comment faire pour récupérer pour le match dimanche? Et NBC qui est obligé de reporter dévoilement du sapin de Noël, je crois. Je sais pas, je suis pas au courant de celle-là. Oui, elle est obligée de repousser ça pour faire place au football le mercredi. Ah, ok. Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial. Non, il y a quelque chose de spécial, un match plate, Ravens-Pittsburgh. Pauvres Ravens. Mais là, ils sont rendus à 14? Ouais, 19. 19 joueurs touchés. Et dont le quart vedette. Oui. Je te laisse poursuivre. En fait, tu me posais la question par rapport au sport, mais je veux dire, aux ligues touchées, si tu veux. Là. Mais, je veux dire, la NFL, c'est vraiment... Là, on parle d'une bulle pour les séries, là, actuellement. Là, pour la NFL. Parce que là, c'est comme... c'est l'hécatombe, ça n'a aucun sens. Ben non, je veux dire, ça tombe comme des mouches. Là. On ne pourra pas finir la saison. Ça paraît vraiment mal. Je crois, là, je m'étais mis une note par rapport à justement à la NFL, par rapport au nombre de tests.
Il y a eu 36 600 tests de COVID de passé sur 7000 personnes. Imagines-tu que 7000 personnes dans l'entourage des équipes, c'est du monde, là. On parle de 30 équipes, puis on parle de 7000 personnes qui est testées, mais plusieurs fois, parce que là, tu as 36 000 tests, alors que, par exemple, la MLS ont 7000 tests de passé versus 35 sur 1400 personnes. Fait qu'on parle d'une grosse différence d'ampleur. Ben oui. Moi, j'aimerais parler du cas des Broncos de Denver, qui est tout à fait loufoque. On va rappeler aux gens, chaque équipe a 4 corps, le corps régulier, puis 3 réservistes. Puis, c'est comme une mini-équipe dans l'équipe, parce que les corps arrière, c'est un peu comme les gardiens de but, c'est particulier, ils font leur petite réunion. On fait une réunion, justement, pour parler du playbook, ainsi de suite. Puis il y en a un qui a été testé positif, donc les 4 ont été retirés. Et on a vu dimanche dernier, obligé de prendre un receveur de passe qui a brièvement joué au poste de corps arrière au collège, prendre la place et manger toute une correction. Je pense que ça a fini 31-3 contre les Saints en plus. Il s'appelle Kendall Hilton. Il a été 1 en 9, 2 interceptions. Ils ont réussi seulement à faire un placement. Ça faisait ligue de garage. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que j'avais les stats de 1 en 9 avec, je pense, c'est 80 verges. T'aurais fait mieux, Claude. Je sais pas. Mais je veux dire, c'est pauvre lui, par exemple, on l'a mis dans cette situation-là. Là, c'est impensable d'essayer de faire plus de 3 points, en fait. Là, mais la solution, ce sera la bulle. Parce que s'il n'y a pas de bulle, tu as beau avoir des joueurs disciplinés, je veux dire, avec le protocole, c'est compliqué. Oui. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à terminer la saison? Oui, mais je ne sais pas si j'ai pas suivi la cédule by the book là, par rapport à est-ce que la NFL ont mis des semaines tampons. J'ai pas regardé ça. Mais aurait fallu qu'ils le fassent s'ils l'ont pas fait. Mais je crois qu'ils y ont pensé. Justement pour ça. Oui, Oui, c'était garder un délai, sachant qu'il y aurait des embroglios. Ils vont finir la saison. C'est juste que, tu sais, comme un exemple, les Broncos, ils ont demandé de reporter le match. Il a été refusé par manque de discipline, on va vous punir. Oui, exactement. Mais je crois qu'en les punissant ainsi, c'est la Ligue elle-même qui se punit, parce que de présenter un produit avec quelqu'un qui n'est pas corps arrière, il aurait pu être sévèrement blessé aussi. Parce que je veux dire... Je suis pas certain que... Puis, tu sais, c'est peut-être... 2 façons de penser différentes, dépendamment c'est quelle équipe, là, mais les Broncos, on s'entend qu'ils ne sont pas favoris pour faire les séries. Non. Et puis, si ça avait été la même situation, mais une équipe favorite comme les Chiefs... Tu penses que ça aurait influencé la décision arbitraire, donc? Oui, définitivement. Continue. Oh. Veux-tu qu'on parle un petit peu de hockey, la NHL, qui a bien réussi? Ben, j'aimerais juste poursuivre pour la NFL, parce que là, évidemment, c'est le sport majeur en Amérique. Oui, certain. Et puis, j'ai regardé les matchs des Chiefs. En fait, j'adore les Chiefs. J'adore Mahomes. Parce qu'ils gagnent. Ben, pas juste ça. Ça fait juste 2 ans que tu les aimes. Oui. Okay. En fait, depuis que Mahomes est là, j'adore il prend de plus en plus de confiance. Il est maintenant raté le meilleur quart de l'histoire à date. Là, au niveau du quarterback rating, tu appelles? Tu veux dire au même âge? Non. Je te parle de... après 1500 passes, là, il est raté le plus élevé. Avant Rodgers... Il faudra en reparler dans 3-4 ans. Oui, c'est vrai. Mais, actuellement, il y a le rating le plus élevé. C'est une belle statistique en sa faveur. Oui. Puis là, devant Rodgers, des Packers, qui est un cadre qui est... Un monument. Oui, exact. Ça fait longtemps qu'il est là. Mais c'était lui qui avait le rating le plus élevé. Puis là, c'est rendu Mahomes. Ben, je vais ouvrir une parenthèse avec toi, parce que tu ouvres une porte. Ton choix personnel, si tu as à dire... Tu sais, quand on dit le meilleur joueur de hockey de tous les temps, le meilleur corps arrière, ben, je pense qu'il y a plusieurs catégories où il faut regarder. Je veux dire, l'influence sur les championnats, les statistiques sont là, la longévité. C'est quoi ton choix, toi? Ton choix favori, ton choix logique? Sur une carrière, oui. OK, mais tu dis dans le la meilleur. NFL, tu parles? Hein? Dans la NFL? Oui, le meilleur pour toi. De tous les temps, ce serait qui? Si tu avais à voter, là, un ou 2 noms. Oui, c'est ça. Ben, mon préféré, c'est pas le meilleur de tous les temps, c'est Dan Marino. OK. Des Dolphins. Qui a la même date de naissance que moi en passant. Ah oui? OK. Ouais, okay. Mais c'est parce que Dan Marino, c'était tout ce que tu veux avoir d'un corps arrière, tu l'avais. C'est juste qu'il n'a pas joué avec des super équipes, mais il y a quand même... je pense que... Bon, ben dans le nombre de verges gagnés, c'est encore dans le top 10, peut-être même top 5, parce que cette semaine, c'est ça. Hein? C'est ça. Parce que là, on parle de
3 ou 4 qui le devancent seulement. Oui, c'est ça. Mais dans le top 20, tu as Kerry Collins. Fait que ça veut dire ce que ça veut dire. OK, je ne savais pas celle-là. Ouais. Un autre nom? Aurais-tu un autre nom? Parce que là, il va falloir que tu nommes Tom Brady ou Terry Bradshaw. Là. Brady, c'est pas mon favori. Mais moi, je pense. Quelle raison? Moi, je pense qu'il a plus exécuté un plan. Je pense que comme exécuteur, c'était le meilleur exécuteur. Mais je suis pas certain. Tu dis qu'il ne gagne pas des matchs à lui tout seul. C'est ça que tu veux dire? Oui, exact. En fait, la stratégie, dans le fond, il a exécuté à la perfection la bonne stratégie. OK. Moi, mes deux choix, j'y vais beaucoup avec les statistiques et les championnats. Moi, les championnats, c'est ce qui m'influence beaucoup. La longévité également. Je veux dire, c'est quoi? C'est sa 20e ou 21e saison? 21e. 6 championnats. C'est Tom Brady suivi de Terry Bradshaw. Mais mon favori actuel, je suis un gros partisan des Steelers et de Ben Roethlisberger. Ouais, je crois en eux cette année. En fait, ils sont 10-0, mais je pense pas qu'ils vont réussir à passer au travers des Chiefs. Je dis, ça va être une guerre de tranchées. En fait, dans les, je m'en allais vers les favoris. Un exemple, mes favoris, en fait, pour la demi-finale, dans le fond, pour les finales de AFC, NFC. Les Chiefs contre les Steelers, ça va être incroyable comme match-up. Ça va être vraiment... Du bonbon. Probablement le Super Bowl deux semaines avant, dans le fond. Puis dans l'autre section, dans la NFC, les Seahawks contre les Saints. Mais on dirait que les Seahawks ont une super belle saison. Oui. Ils ont parti super fort. Mais comme les Bears qui étaient 5-1, puis là sont 5-6, je crois. Mais les Seahawks sont 8-3, fait que c'est quand même bon. Puis Wilson a déjà gagné il connaît le chemin. Oui, exact. Sauf que, puis l'autre, c'était avec le match-up avec les Saints. Puis les Saints, on dirait qu'il manque toujours de gaz. Oui, il y a un petit quelque chose. Ils ont des super. Et le corps est vieillissant, il faut l'admettre aussi. Il y a 40 ou 41 ans. Oui. Moi, je vais te parler de médiocrité, après avoir parlé de champion. Dans l'association nationale, la section Est. Aucune équipe qui joue. Je veux dire, les Giants 4-7. Les anciens Redskins, maintenant le club de football de Washington, également 4-7. Les Eagles 3-6 et 1 nulle. Et nos fameux Cowboys de Dallas, America's Team, qui sont 3-8, vraiment avec une défensive poreuse, ils ont accordé 359 points. Et pour te dire comment c'est vraiment pas bon, les Jets, qui sont 0 et 11, eux, ont accordé 322 points. Et Dallas, 359. Mais malgré tout ça, à 3 et 8, pour encore remporter le championnat de section. Je comprends pas comment une vraie farce. C'est le propriétaire, c'est Jerry Jones, je me souviens bien. Oui. Je peux pas croire qu'il n'a pas pété un plomb encore. Incroyable. Lui qui prend beaucoup de place habituellement. Et qui paye bien. Oui. En tout cas, j'ai un feeling qu'ils vont commencer à se mêler lui-même de la gérance de l'équipe. Oui, comme il le fait toujours. Ouais. Claude, nous allons prendre une pause avant d'y aller, peut-être avec la NHL ou MLB. Moi, j'aimerais parler de Mike Tyson également. Nous sommes bousculés par le temps. Vous avez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller. Moi, un endroit que je vous recommande, qui est très surprenant. Et vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, c'est l'endroit idéal. Vous allez penser que vous êtes en 1983 ou 1995. Je vous parle du centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. C'est un endroit comme on en voit peu. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit résidentiel, commercial, pour des restaurants, des boutiques. C'est vraiment surprenant ce que vous allez trouver. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la Marina de Repentigny. Et les réparations sont faites sur place. Je donne le numéro de téléphone du centre de liquidation audio usagé. Dans le 450, c'est le 654-6849. Tu voulais poursuivre, mon cher Claude? Oui, avec la MLB. Oui, vas-y. En fait, on a parlé de COVID tantôt, là. Oui. Par rapport à la MLB, on disait que ça a mal parti, mais en fin de compte, ça s'est bien terminé. Ça a été une belle saison. Oui. Et puis j'ai été étonné que, justement, parce qu'il n'y avait pas de bulle, évidemment, fait que j'ai été étonné qu'il n'y ait pas autant de cas. Au début, ça a commencé par les Marlins qui se sont retrouvés à jouer avec 15 joueurs des mineurs. Ah oui, je me rappelle. Je pense qu'ils avaient juste joué 4 ou 5 matchs pendant que les autres équipes en avaient presque 20 joués. Puis je pense qu'il y a 15 joueurs des mineurs qui ont monté pour aider l'équipe majeure. Bon, on se retrouve avec l'équipe qui a quand même fait les séries. Il faut vraiment donner notre chapeau à Don Mattingly, le gérant, qui a réussi l'impensable dans le fond. C'est quelque chose. Gérant de l'année, ça aurait dû être lui. Oui, définitivement. C'est Kevin Cash, là, mais en fait, les Rays étaient beaucoup plus nantis
Même s'il n'y avait pas les gros noms, les gros salaires des ce sont tous de futurs gros noms. Exact. Tu sais, dans 5 ans, on dira que ce sont... Sauf que les Marlins, on ne parlait pas de ça du tout. Il n'y a aucune chance qu'ils étaient pour faire les séries, alors que les Rays, on savait qu'ils étaient talentueux. Mais les Marlins, vraiment, le gérant de l'année, par 1 000 dans la ligne. Ah oui. Et c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Oui. Qui détient encore, je crois, le record. C'est 8 ou 9 matchs d'affilée avec un circuit. Ah oui. Ouais, ça restera à vérifier, mais je pense qu'il... C'est 8 ou 9, ben oui. Puis c'est pas un frappeur de circuit, c'est un frappeur de moyenne. De ces jours-ci, quand ça fait... Puis Dieu sait qu'il y a plein de circuits dans la MLB dans ces dernières années. Là. Puis quand tu as 3 ou 4 ou 5 jours en ligne ou matchs en ligne avec un circuit, c'est 9, c'est incroyable. Ben c'est peut-être les fameux concours de coups de circuit des matchs des étoiles qui ont en quelque part influencé. C'est sûr qu'un circuit, c'est un point rapide, on ne fabrique plus de points, mais il y a des influences, je veux dire, les joueurs ne sont plus sur les stéroïdes. Pour la plupart, même, sont maigrichons, ce n'est plus à la mode d'être un costaud. C'est tout un phénomène. As-tu terminé avec la MLB? Ben, en fait, je voulais juste jaser un petit peu des 2 nominations des ex-entraîneurs impliqués dans le scandale des vols de signaux. Là. Fait que, Alex Cora. Alex Cora qui a re-signé avec les Red Sox et AJ Hinch qui a signé lui avec les Tigers. Mais je ne suis pas surpris parce que je pense qu'à ma dernière entrevue, tu m'avais dit est-ce que tu penses qu'ils vont se replacer? Puis en fait, ils se sont replacés. Oui. Mais ils ont un CV bien garni aussi. Oh, oui. Alex Cora a gagné à la barre des Red Sox, la Série mondiale. Oui. À sa première année, oui. À sa première année, ça, hein? oui, il a gagné, oui. Puis AJ Hinch en 2017. L'année qui ont été chercher David Price, c'est il y a 2 ou 3 ans, c'est ça. Exact. Et puis, je voulais aussi jaser de notre comparse Alex Antopoulos, qui est directeur général des Braves d'Atlanta. Lui qui était à un seul match d'éliminer les Dodgers, champions de la Série mondiale. Oui. Fait que, il manque pas grand-chose. Et puis, ils ont signé le terme anglophone, c'est stud au niveau des lanceurs partants. Donc, Morton qui était cherché des Jays, pas des Rays plutôt, et puis Smiley, le gaucher. Avec ces deux-là, ils viennent vraiment de combler leurs 5 lanceurs partants. Moi, je mettrais de l'argent sur les Braves. C'est la même recette que les fameux Braves qui avaient remporté, je crois, 13 championnats d'affilée de section, les lanceurs avant tout. The name of the game is pitching, ça reste vrai. Dans le fond, le seul joueur qui reste, le gros joueur d'impact au niveau des lanceurs partants, encore joueur autonome, c'est Trevor Bauer, le fameux excentrique lanceur des Reds. Et puis, je pense qu'il a commencé la saison avec les Indians, puis il a fini avec les Reds. Moi, je vais te parler un petit peu de la NHL, parce que ce qui se passe présentement, ça peut être dramatique pour toute la Ligue, qui n'ont pas un contrat de télévision comparable aux autres sports majeurs. Là, on essaie de pousser le NBC de 200 millions à 500 millions pour arriver à trouver une soupape de sortie. Mais ce qui s'en vient de plus en plus, ça va être une section canadienne, 7 clubs, donc 6 x 8, 48, parce que c'est sûr qu'on s'en va sur 48 matchs, puis c'est presque sûr qu'on s'en va sur le 1er février. Et la solution, ce sera la bulle. Mais comment la bulle et les quarantaines vont être mises en application? Exemple, Winnipeg vient jouer à Montréal. Quand même que tu joues 2 matchs, là, on parle de série, on va faire ça. Là. On va faire jouer des allers-retours, des 2 matchs d'affilée plutôt en 2 soirs et des choses, ainsi de suite. Mais comment retourner à Winnipeg et 14 jours ou 10 jours en quarantaine à chaque fois? Je veux dire, ça va être compliqué. Ah, ça va être très compliqué. Moi, je ne vois pas comment ils peuvent appliquer une bulle. De toute façon, la bulle, elle ne peut pas être hermétique, de toute façon, là, parce que tu vas changer de ville. Il suffit une personne qui est indisciplinée pour contaminer tout le monde. Regarde juste l'exemple que tu as donné des Broncos tantôt. Ça suffit de un corps arrière dans un meeting qui ne portait pas son masque, puis là, ben, boum, ça... C'est vraiment stupide, parce qu'une carrière dans la NFL, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Puis tu joues comme ça, mais tu sais, quand tu n'es pas conscient, tu penses qu'il n'y a pas de danger. Moi, j'aimerais parler de Mike Tyson. As-tu aimé ça? Non. Es-tu d'accord avec ça? Bon, ben, c'est parfait, parce que moi, je suis d'accord. C'était bien plus une démonstration qu'un vrai combat. Oui, OK. Il y a une certaine retenue, mais un très bon spectacle. Okay. Moi, je suis d'accord avec ce concept-là, puis c'est bon pour les nostalgiques. Puis, veux pas, à huis clos, c'est un événement... plutôt combat-exhibition entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. C'est pour ça que je suis pas d'accord, parce que c'est une exhibition. Oui, mais c'est pas un vrai combat. Regarde ce que je vais te dire là-dessus. Il faut regarder ça comme un match des anciens. OK, vu de même.
Tu regardes le match des anciens, disons les anciens Bruins contre les anciens Canadiens. Il n'y a pas d'argent en jeu. Tout le monde aime ça. Ben, il y a de l'argent en jeu, oui, pour les, parce que comme dans ce combat-là, il y avait de l'argent qui allait aux œuvres caritatives. Okay. Je pense qu'on a un préjugé. On pense, c'est sûr que Mike Tyson vient de loin. Il a fait des choses aussi qui sont disgracieuses. Et il a tout flambé son argent. Mais je pense qu'on a un préjugé. Moi, je voudrais te dire aussi qu'il y avait l'exclusivité télé au Staples Centers de Los Angeles. C'était un re-round de 2 minutes. Aucun knockout. Dès qu'il y avait une coupure, c'était arrêté. Et Mike Tyson n'avait pas combattu depuis 15 ans. La dernière fois, c'était contre Kevin McBride. On dit qu'il était plus en forme que justement il y a 15 ans. Et Roy Jones Jr., lui, ça faisait 2 ans, alors qu'il avait affronté Scott Sigmund. Les gants étaient de 12 onces pour faciliter la tâche. Mais certains diront que c'était un combat endiablé. Moi, je trouve que c'est exagéré de dire ça. Les scores... As-tu pris connaissance des scores? Le juge 1, 76-76, le juge 2, 79-73 et le juge 3, 76-80. Plusieurs disent que c'est Tyson qui a gagné ce combat-là. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça ressemble à une nulle qui, diront certains, est arrangée. Est-ce que le prochain sera Evander Holyfield qui avait... Je sais pas. s'était fait mordre en juin 97 et même arraché un morceau d'oreille. Moi, j'ai bien aimé que Roy Jones il portait des gants spéciaux. J'ai échangé brièvement avec Ross Amber cette semaine qui était dans le coin de Roy Jones. Et c'est un hommage à Kobe Bryant, ces beaux gants-là, qui sont faits par la compagnie de Ross. Ça, j'ai trouvé que c'était un beau geste. Et Roy Jones lui-même l'a dit, suite au combat, il avait mal partout. Parce qu'à la pesée, Ross Amber, quand il a vu Mike Tyson, il s'est reviré immédiatement à regarder Roy Jones et dit « c'est encore un monstre ». Tellement qu'il était encore musclé, encore une force de frappe. Et Roy Jones a dit qu'il avait mal partout parce que les coups au corps de Mike Tyson, même s'il a encore 54 ans, je veux dire... c'est quand même spécial de voir Ross Amber, qui est un Québécois, dans le coin d'une super légende de la boxe. Ben c'est dans le top 3 mondialement, coach de boxe, qui est venu à l'émission. C'est vraiment un chic type à part de ça. Aurais-tu d'autres choses à rajouter? Parce qu'avant de parler de la possible future démolition du Skydome de Toronto... en fait, juste le Canadien, en fait, je figure que le Canadien fait partie des 3 ou 4 meilleures, les équipes les plus améliorées de la Ligue, malgré que je suis certain qu'ils ne sont pas arrivés là encore. Là. Fait que, il va falloir se grossir encore, évidemment. Là. Et puis, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Là. Je pense que, mais ça, c'était long, là, le processus, c'était long. Là, mais se grossir, déjà, c'est le premier pas. Oui. Avec Josh Anderson, moi, j'ai bien hâte de voir parce que les gens vont l'aimer. S'il peut rester en santé, ça va être tout un joueur. Style Shane Corson, peut-être un peu. Power forward qui a du chien dans le nez. T'sais. Avec une vingtaine de buts. Oui, c'est ça. Peut-être plus, on ne sait jamais, à une première saison. Puis Toffoli, lui, je le vois plus sur le power play comme plus un sniper, plus un buteur. Moi, je pense qu'il est capable d'aller à 30 buts. Ben, ça enlève la pression sur notre unique marqueur, qui est Brendan Gallagher aussi. Et moi, j'apprécie aller chercher des joueurs qui ont des bagues de championnat. Veut pas, ça calme l'entourage et ça veut dire quelque chose dans une chambre. Puis ce qui va améliorer beaucoup le Canadien, c'est que quand Carey Price n'était pas dans le filet, c'était quasiment une défaite à assurer à chaque fois. Alors que là, Jake Allen s'amène avec un bon bagage. Ça va donner un break en même temps, un congé à Carey Price. Fait qu'à ce moment-là, il va être de plus en plus, il va être plus en forme, donc plus performant. Que je trouve que c'est une bonne signature. En terminant, parce que nous n'avons plus de temps, on parle de démolir le Skydome. Tu y as été souvent. C'est quoi tes meilleurs souvenirs? Moi, j'en ai noté 1 ou 2. Parce que la ville de Montréal va se présenter comme étant jalouse maintenant par rapport à ça. Parce qu'on fait tout pour avoir un stade et il n'y a rien qui se produit. C'est quoi ton meilleur souvenir du Skydome? En fait, en 2009, je crois, j'étais l'entraîneur-chef de l'équipe Bantam du Québec, au championnat canadien, qui avait lieu à Vaughan, un petit peu au nord de Toronto. Et puis, on avait été présenté, l'équipe avait été présentée sur le terrain. Oui. Toutes les équipes de chaque province avaient été présentées sur le terrain. Les Blue Jays, puis on avait marché sur le long de la clôture extérieure. Et puis, on a passé juste à côté du lanceur partant des Jays, qui était Roy Halladay. Qui est décédé. Un pan de mur incroyable. Là. Puis, il est venu nous saluer. Chaque équipe, il est venu nous dire bonjour. Un chic type. Ah, c'est le fun, ça. C'est quoi ton meilleur moment du Skydome, c'est ça?
Oui. Le reste, c'est des visites ici et là pour des matchs, etc. Là. Des visites dont tu te souviens? Dont une que, l'exemple, mon fils à l'époque. Oui, qui a joué pour les Red Sox. Oui, exact. Puis là, justement, les Red Sox étaient en ville à Toronto cette fois-là. Et puis, il y avait une paire de chaussures des Red Sox. Puis il avait enlevé un soulier, puis il avait signé par Big Papi, David Ortiz. Qu'on a gardé encore à la maison. Puis c'est drôle parce que mon fils Simon, il avait... Bantam, c'est 14 ans dans ce coin-là à l'époque. Oui. Puis sans savoir que 5 ans plus tard, il signait avec les Red Sox. Ah, c'est vraiment bien. Deux souvenirs, moi, c'est Dave Steve qui est venu à un retrait du match parfait. C'est Roberto Kelly des Yankees qui a brisé son rêve. Et une semaine après, même scénario, il était à un retrait Dave Steve, je sais pas si je l'ai rencontré, je l'ai connu, j'ai discuté avec tu fais un lien avec un ancien des Expos, mais Steve Rogers, semblable, carrière semblable, toujours... Non reconnu. Exact. Toujours presque. Exact, excuse-moi. Ah oui. Toujours performant, mais juste en bas d'être star, si tu veux. Là. Très bon joueur. Puis l'autre souvenir, c'est le circuit de Canseco, Upper Deck. Le 7 octobre 89, c'était le deuxième circuit dans cette manche-là. Et on voit avec les caméras le fan, le partisan qui a reçu la balle. C'est tellement loin. On peut voir aussi Canseco qui a frappé à la balle molle, un circuit à 578 pieds. On voit ça sur YouTube. C'était un frappeur avec une basse moyenne, mais quand il connectait, ça allait loin. Sur ce, merci Claude, très gentil. Nous sommes bousculés par le temps. On va se reprendre et on va se voir très bientôt sur Friday Night Sports Machine. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais vous parler d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire. La confiance règne. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Le travail est bien fait. C'est le respect du client en premier. De longues explications vous attendent et de longues années d'expérience également. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, je vous parle d'un partenaire très important ici lors de nos émissions. C'est le Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme, et pour cause, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Et c'est en face de la marina de Repentigny, situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend. Donc, je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 de Pixel, l'incontournable. 450, justement, 654 99 44. Sur ce, comme je vous le dis à chaque semaine, n'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Appelez un ami. Vous allez semer un brin de joie et d'optimisme, spécialement en cette pandémie. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.